Bienvenue au Pied de la Lettre, l'émission littéraire de l'Humanité. Je reçois aujourd'hui Alain Fleischer. Alain Fleischer, je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes cinéaste, plasticien, photographe. Vous dirigez l'école d'art du Fresnoy et vous êtes écrivain, un écrivain bien mystérieux dont nous allons tenter de parler. Mais d'abord, ma question rituelle, alors elle est double si j'ose dire. Je pose toujours la même question à tous mes invités depuis le début de cette émission. Comment ça va la société en 2021, ce gros animal, comme se plaisait à l'arrailler Nietzsche? Et pour vous, la question est double, puisque je sais que vous vivez et en France et en Italie. Alors comment ça va la société française en 2021 et comment ça va la société italienne en 2021? Alors j'allais vous dire d'abord de quelle société on parle. On pourrait parler de la société humaine en général, au sens où l'on sait que l'homme est un animal social, mais on peut parler de la société française ou de la société occidentale ou de la société américaine. Je vois la société en général, disons la société française et la société occidentale, très menacée par la foule, par le grégaire. Le grégaire, c'est le contraire de la société, c'est le contraire du social. Et je vois des événements de foule, comme par exemple l'invasion du Capitole à Washington ou les mouvements des gilets jaunes en France, qui sont des mouvements hostiles au social. La foule, le grégaire, c'est le contraire du social et de la société. Et puis je m'inquiète aussi du mauvais usage que fait parfois la société des termes qui la désignent. Par exemple, on utilise beaucoup depuis quelque temps l'expression distanciation sociale. Ça ne veut rien dire, c'est absurde. Distanciation sociale, ça voudrait dire qu'on sépare le paysan de l'ouvrier, le patron le riche du pauvre, etc. C'est évidemment l'expression distanciation physique qu'il faut utiliser. Ou une autre expression où le mot social intervient, les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui, normalement, donnent l'impression que c'est une invitation à l'entraide, à la communication, à l'échange, et qui sont malheureusement très souvent des égouts à ciel ouvert, qui invitent à la délation, à la dénonciation, à la falsification de l'information. Donc voilà, je suis inquiet du mauvais usage que fait la société, y compris la société française, des mots qui la concernent, comme le mot social. Et puis d'autres mots, par exemple, on utilise beaucoup le terme de radicalisation pour le terrorisme. Radical, c'est très beau. Je trouve que les terroristes qu'on accuse de radicalisation doivent être très fiers. C'est très beau d'être radical. Ça veut dire qu'on est sans compromis, sans concession, une certaine idée de pureté dans le radicalisme. Or, ces malheureux qui se livrent à des actions terroristes sont plutôt crétinisés que radicalisés. C'est-à-dire qu'on devrait parler de la crétinisation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, loin de servir l'idéal de leur religion, la détournent, la dévoient et sont les victimes. Ce sont les premières victimes. Je vois ces malheureux radicalisés, victimes de leur crétinisation. Voilà. Faites-vous un distinguo entre, quand je vous pose une question sur la société, entre la société française et la société italienne? Qu'est-ce qu'elle, comme vous, j'en profite puisque vous vivez à la fois à Paris et à Rome. Oui, il y a une différence. La société française, elle est, comment dire, moins conviviale, moins fraternelle, moins chaleureuse. D'ailleurs, les Italiens nous perçoivent comme des gens sérieux, comme nous percevons les Allemands, par exemple. On a toujours un pays du Nord. Hein. Donc pour les Allemands, je ne sais pas quel est le pays plus au nord qu'eux, mais pour les Italiens, on est les gens du Nord. Les Italiens sont beaucoup plus, je dirais, dans leurs rapports sociaux, plus chaleureux, plus ouverts, plus généreux, plus spontanés. Il y a moins de calculs que chez nous, moins de réserves, moins d'a priori. C'est le distinguo que vous feriez entre nos deux sociétés. Alors, venons-en à votre activité d'écrivain. Je vous reçois aujourd'hui pour un livre qui s'appelle « La vie extraordinaire de mon auto ». D'abord, qu'est-ce que l'écriture, votre œuvre, et commence à devenir tout à fait considérable. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans la chronique que je consacre à votre livre dans l'Humanité dimanche. Mais qu'est-ce que l'écriture vous apporte que vous ne trouvez ni
dans le cinéma, car vous êtes cinéaste, ni dans votre activité de plasticien. C'est-à-dire, comment rangez-vous, si vous voulez, dans votre œuvre, comment rangez-vous l'écriture, et notamment le roman? Alors, je dois dire qu'en effet, je me sens être des individus différents. Je ne suis pas un écrivain qui fait des films ou un photographe qui écrit. Je suis pleinement un écrivain quand j'écris, pleinement un photographe quand je fais des photos, pleinement un cinéaste. C'est-à-dire que j'interroge d'une façon extrêmement tendue la spécificité de la discipline dans laquelle je m'exprime. Et je ne fais pas de mélange. D'ailleurs, je ne suis pas du tout donc un artiste inter ni transdisciplinaire. Voilà, je suis à chaque fois un individu différent. La littérature, elle m'apporte, par rapport aux autres disciplines, d'abord une économie du travail très singulière. L'écriture, c'est solitaire, c'est l'indépendance absolue, c'est une économie très légère. Le cinéma, par contre, c'est le contraire. Le cinéma, c'est collectif, ça coûte de l'argent, c'est lourd. Voilà, donc la littérature m'apporte une sorte de liberté totale par rapport à mon imaginaire, d'indépendance. Voilà, je trouve que la vie de l'écrivain est une vie rêvée. On peut écrire n'importe où, on peut écrire dans le train, on peut écrire dans n'importe quel pays. Économie totale de moyens, oui. Économie totale de moyens. Rien dans les mains, rien dans les poches. Absolument. Et le livre, contrairement à tout ce qu'on dit des nouveaux médias, des nouveaux supports, reste quand même le support absolument idéal. Un livre, on l'ouvre à la page qu'on veut, donc c'est parfaitement interactif. On le reprend quand on veut, il tient dans une poche. Il n'a pas besoin d'être branché à quoi que ce soit, ni à aucun réseau, ni même à l'électricité. Donc je trouve que le livre est un support de savoir, de communication, voilà, absolument indépassable. Et donc l'écriture qui aboutit au livre, eh bien c'est pareil, c'est une activité indépendante, libre, spontanée, d'une économie très légère. Voilà. Le livre de manière générale et le roman en particulier, quel statut donnez-vous au roman? Car vous avez écrit des essais, des scénarios, mais on va dire que la part la plus importante de votre activité éditoriale reste le roman. Vous êtes, et je le disais, un grand romancier. Je l'ai écrit, je le dis, je l'assume. Je trouve que vous êtes l'un des grands écrivains d'aujourd'hui et l'un des grands romanciers. Mais quelle place donnez-vous au roman? Quelle place lui trouvez-vous précisément, tiens, dans nos sociétés? Qu'est-ce qu'il a à dire que ne dirait pas un autre genre? Je dirais que le roman, par sa liberté, c'est le lieu de la vérité. C'est dans les fictions qu'on dit la vérité. C'est rarement dans les recherches savantes ou dans les essais. D'ailleurs, toute recherche savante, toute théorie se disqualifie très vite. Les théories, par exemple, elles ont 10 ou 15 années de durée de vie. Après, on passe à autre chose et tout ce qui était tenu pour parole absolument certaine est disqualifié, oublié et contredit. La fiction, elle n'est jamais disqualifiée. Donc la fiction, elle a cette autonomie souveraine. Et c'est dans la fiction, c'est dans le roman que je dis, à mon avis, les choses que je n'aurais pas à renier, que je n'aurais pas à contredire, à changer. Et c'est dans ce registre, dans ce genre, que j'espère atteindre des moments de vérité. Donc dans la fiction. Qu'est-ce qui déclenche chez vous un roman? L'idée d'un roman, qu'est-ce qui va déclencher, ou tout au moins, qu'est-ce qui va déclencher l'écriture? Parce que on a le sentiment dans toute votre œuvre, que ce soit des titres comme Immersion, Prolongation, on a le sentiment que chez vous, c'est assez net même, la fiction engage la fiction. C'est-à-dire qu'elle est toujours... Alors, si la littérature, disiez-vous à l'instant, est là pour dire la vérité, c'est la fiction qui va amener à cette vérité, mais une fiction que vous renouvelez sans cesse, qui est sans cesse appelée. Vous renouvelez la fiction par la fiction. C'est très curieux comme processus lorsqu'on vous lit. Et on va en parler avec ce livre-là aussi. C'est vrai que je trouve ce que j'ai à écrire en écrivant. Voilà, ça on va y venir. Le livre, je suis incapable de le concevoir à l'avance, d'en faire un plan. Je sais qu'il y a des écrivains qui font des plans très élaborés, qui savent exactement ce qui va se passer, quels personnages vont intervenir, quel lieu, etc. Moi, je suis absolument incapable de me projeter au-delà peut-être du titre. Vous parliez du titre, par exemple. Le titre, alors l'idée de départ, elle est contenue dans le titre. Et après, je ne sais plus rien. C'est-à-dire que j'avance en aveugle, je me jette dans le livre
comme on se jette à l'eau et on nage en nageant. Oui. Et donc je trouve le livre que j'ai écrit en l'écrivant, et je dois dire que je trouve tout. Les personnages, la temporalité, les lieux, même le style de l'écriture. Donc voilà, et les idées, alors elles ont une histoire très variée. La plupart des livres que j'ai écrits récemment sont partis d'idées très anciennes. C'est-à-dire qu'il y a une époque où je rêvais à écrire des livres, mais où je m'abstenais de le faire. J'ai repoussé d'ailleurs le passage à l'acte d'écrire très longtemps, très intimidé par des grandes figures qui étaient un peu, je dirais, paralysantes. Et j'ai fait toutes sortes d'autres choses en attendant, je dirais. J'ai fait des films, j'ai fait de la photographie, j'ai fait des œuvres d'art. Et voilà, quand je me suis vraiment mis à écrire, je suis passé à l'acte, à la réalisation d'idées qui m'étaient venues souvent très longtemps. Que vous aviez notées ou qui étaient suspendues dans votre esprit? Qui étaient suspendues. Je les avais peut-être notées, mais à vrai dire, la notation n'était pas l'essentiel, je les avais dans la tête. Donc je les avais dans la tête, c'est une idée de départ très simple en général. Et voilà, donc cette idée de départ, parfois elle a donné lieu à un titre très vite, parfois il a fallu que je cherche de titre, mais enfin l'idée de départ était là, très simple, souvent très ancienne. Voilà, après je trouve le livre vraiment en le faisant. Par contre, le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est un livre dont l'idée est beaucoup plus récente. C'est un des rares livres que j'ai écrit pratiquement à la suite de l'idée quand elle m'est venue. Ouais. Voilà, mais vous avez enchaîné par l'écriture après l'idée, et le titre est venu immédiatement. La vie extraordinaire de mon auto, je le rappelle. Oui, déjà il y avait le mot vie par rapport à une auto. Une auto, c'est pas vivant, c'est pas un organisme vivant. Donc déjà de parler de la vie d'une auto, c'était déjà m'engager dans le sujet, c'est-à-dire considérer une automobile comme un organisme qui a une vie, qui est vivant. Alors je voudrais parler de votre rituel et de votre pratique d'écriture, parce que je sais qu'elle est assez extraordinaire, donc vous ne vous asseyez pas à votre table de travail, vous avez une pratique orale de l'écriture. Alors, pouvez-vous m'expliquer ça? Parce que ça, c'est très étonnant. Tout à fait. Alors, comme tout le monde, ou comme beaucoup d'écrivains, pendant très longtemps, je me suis assis à ma table de travail, une machine à écrire. J'aimais beaucoup le clavier de la machine à écrire qui me rappelait le clavier du piano que j'ai longtemps pratiqué, que j'ai abandonné pratiquement pour passer à l'écriture quand j'étais gamin. Voilà. Alors, silence, isolement, tranquillité absolue. Pas de musique? Non, pas de musique. La musique est incompatible. Pour moi, la musique que je place au-dessus de tout ne peut pas se mélanger à autre chose. Et je ne peux pas écrire sous l'influence ou en écoutant de la musique. Mais donc, les conditions de travail classiques, l'isolement, la tranquillité, la solitude. Et puis, un jour, j'ai dû écrire un livre très vite. Je faisais une exposition aux Rencontres d'Arles, de la photographie, et la maison Actes Sud avait décidé de me consacrer une sorte de catalogue, mais sous la forme d'un petit livre. Oui. Un petit livre, et je ne m'inquiétais pas, je savais que ça allait être un petit texte. Et puis un jour, je reçois un coup de fil d'Actes Sud qui me dit, voilà, on attend le texte pour dans 3 jours, en gros. Donc là, je me dis comment je vais faire. C'était quand même une petite nouvelle avec un essai à coller. Donc voilà. Ma compagne me dit, est-ce que ça t'aiderait de me dicter? Je lui dis, non, écoute, c'est impossible, je ne peux pas travailler comme ça, il faut que je sois tout seul, face à ma machine à écrire, c'est impossible. Et puis, le temps passant, et ça passait très vite, puisqu'il fallait donner le texte vraiment dans une échéance très brève, j'ai essayé. Et là, c'était un miracle absolu. C'est-à-dire que j'ai découvert que la langue, pour moi, n'était pas du tout l'inscription, mais l'oralité. C'est-à-dire que j'écris sans inscrire. Inscrire, c'est une chose, écrire, c'est autre chose, c'est très différent. Et d'ailleurs, le graphisme de l'écriture de la chose publiée, c'est un peu ce qu'est la partition à la musique. Oui, bien entendu. Il ne viendrait à l'idée de personne de considérer que, je ne sais pas, une symphonie de Mozart, c'est ce qu'on regarde sur une partition. Il faut l'entendre. Alors les connaisseurs, les gens qui savent lire de la musique peuvent se rendre compte de ce que donne un morceau de musique en lisant la partition. Mais enfin, bon, c'est pas ça. Donc j'ai découvert que vraiment la langue, c'est l'oralité. C'est la chose orale, donc ça veut dire sonore, musicale, avec des questions de rythme, d'assonance, et que c'était ça l'essentiel. D'ailleurs, on sait qu'il y a des langues sans écriture. Donc voilà, j'ai découvert que pour moi, dicter, c'était idéal. C'est-à-dire, c'était écrire dans des conditions d'apesanteur absolue. C'est-à-dire, il n'y a plus de travail de la main, il n'y a plus le travail physique de l'écriture. Écrire, c'est un travail physique aussi. On est assis,
les yeux travaillent, il faut avoir un bon éclairage, la main travaille, enfin, il y a un aspect physique de l'écriture. Et dicter, c'est idéal. Enfin, on est dans un fauteuil, je peux fermer les yeux. En général, je ferme les yeux. Vous dictez assis? Oui, je dicte assis. Alors au début, il m'est arrivé de dicter en marchant parce que j'ai toujours été très stimulé par la marche. J'ai beaucoup pratiqué la marche comme modalité de concentration. C'est très nietzschéen. Très nietzschéen, très rousseauiste aussi. Très rousseauiste, oui. Voilà. Mais finalement, maintenant, l'âge venant, le confort d'un bon fauteuil ou même d'un transat au soleil est idéal. Et je peux donc dicter les yeux fermés. J'écoute le texte. Je peux dicter même des phrases très longues de 2-3 pages sans jamais me perdre dans la dictée, c'est-à-dire en sachant exactement où j'en suis de la ponctuation, des effets de répétition voulus, des effets de rythme, etc. Et voilà, c'est idéal pour moi. Vous dictez la ponctuation ou c'est l'habitude de votre compagne qui vous entend qui la place? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Parfois, je la précise quand j'ai peur que ce ne soit pas clair. Mais je pense que c'est relativement perceptible dans ma façon de dicter. Vous dictez rapidement ou très lentement? Je pense que je dicte assez lentement, quand même, assez lentement. Oui, je serais incapable de dicter vite. Donc chaque phrase, chaque propos est quand même réfléchi. Et alors il arrive un moment, à la fin de la journée... Parce que vous dictez toute la journée? Il m'arrive de dicter 8 heures par jour, oui. 8 heures par jour. Mais vous avez une compagne sur mesure, parce que c'est très... J'ai une compagne extrêmement complaisante. Ah, oui, totalement, parce que c'est surtout pour elle, qui derrière reprend sur l'ordinateur ce que vous dictez. Ça doit être très épuisant, non? Pour elle, c'est très fatigant. D'abord, c'est fatigant pour la vue de passer des heures sur un écran. Oui. Et puis voilà, mais elle le fait d'une façon extrêmement complaisante et généreuse. Et voilà, donc je peux travailler des heures et des heures à une dictée. Et donc pendant tout ce temps, le texte est dans une sorte de virtualité. Oui. Parce que je l'ai prononcé, je n'ai rien vu. Vous n'avez rien vu, voilà. Je ne sais pas quelle trace de tout ce que j'ai raconté est restée. D'ailleurs, au début, j'ai eu des catastrophes quand, par exemple, l'ordinateur avait bugué et qu'un passage avait disparu. Là, pour moi, c'est un désastre. C'est-à-dire que je ne peux pas redicter ce qui s'est perdu dans la minute qui suit. Il faut que j'attende 3 jours pour retrouver l'élan, pour retrouver l'inspiration, pour retrouver mon propos. Donc, quand une catastrophe de ce genre se produit, c'est vraiment terrible pour moi. Mais donc, maintenant, on a réussi à éviter ce genre de bug, de problème. Donc, je peux dicter pendant des heures. Et il arrive un moment quand même où, en fin de journée, j'ai besoin de voir le texte. C'est-à-dire qu'on passe d'une réalité acoustique, sonore, à une réalité visuelle. Et le texte devient une image. Alors, pendant longtemps, on l'imprimait. On faisait une sortie papier, je pouvais le lire. Et là, je le découvrais, je le lisais. Je pouvais apporter des corrections, mais en général assez mineures. C'est-à-dire il m'est rarement arrivé de refaire un texte après l'avoir découvert imprimé. Et maintenant, j'ai une autre technique, je le projette. C'est-à-dire que je redeviens cinéaste pendant quelques instants. Je projette le texte qui était donc saisi sur l'ordinateur et je le regarde comme une image. Comme une image, noir sur blanc. Et il devient vraiment une image projetée comme une image de cinéma ou comme une image photographique. Et là, voilà, je le vois différemment. Je peux apporter des corrections de détails. Mais quand même, l'essentiel est joué. Comme une retouche sur une photographie? Oui, c'est ça, comme une retouche sur une photographie. Mais l'essentiel est joué dans cette coulée. Et vous n'y revenez pas? Très rarement. Très, très rarement. Donc le premier jet est le bon? Le premier jet est le bon en général, ou c'est un peu comme la coulée d'un bronze. Un sculpteur, il coule un bronze dans un moule. L'essentiel est là. Après, il démoule, il patine, il peaufine, il lime. Enfin, il affine les formes qu'il a produites, qu'il a moulées. Mais c'est secondaire quand même. L'essentiel de la forme est là, a été coulé. Et pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que le texte, dans sa forme, qui est totalement liée au contenu, c'est absolument inséparable, elle est acquise dans cette coulée qu'est la dictée, qu'est la parole. Et après, de le démouler en quelque sorte, si je puis dire, de le démouler sous la forme de signes graphiques que je peux regarder, que je peux observer, que je peux en mesurer la taille, je peux voir, la prononciation, je peux la voir. Alors ce qui m'arrive, par exemple, c'est tout d'un coup de créer un paragraphe supplémentaire, c'est-à-dire de créer des interlignes
qui n'était pas dans la coulée du texte, de voir qu'il faut le compartimenter, le sectionner. Mais disons que l'essentiel est joué dans la dictée. Ah, c'est très étonnant parce que, et là vous m'étonnez beaucoup parce que vous utilisez une langue que je qualifierais de classique. Oui. Elle n'est pas orale, votre langue, lorsque vous dictez. Enfin, ça n'est pas de la langue parlée. Elle est orale, évidemment. C'est une évidence. Mais ça n'est pas une langue parlée. C'est une langue qui sort et qui, dès lors, est extrêmement construite. C'est exact, c'est exact. Et cette construction, je l'entends. C'est-à-dire que ce n'est pas une langue parlée au sens que ce n'est pas une langue de la conversation courante. Ce n'est pas une langue voilà, comme on se parle dans la rue ou au bistrot. Absolument. C'est une langue construite, mais elle est construite dans ma tête. Oui. Et elle se construit de la même façon qu'on peut la construire par les signes graphiques. Elle se construit pour moi dans l'oralité. C'est-à-dire dans sa... Mais c'est une oralité littéraire. Oui, c'est une phonétique, c'est une musique. C'est une musique, oui. J'entends la langue, je oui. l'entends. D'ailleurs, elle est toujours à peu près la même et dans tous vos livres. Probablement. Dans beaucoup de vos livres, sauf les livres peut-être les plus autobiographiques, mais dans les fictions, on entend très souvent la même musique. Et c'est d'ailleurs très, très agréable. Les cadres changent, les paysages changent, les personnages changent, mais la langue reste d'une certaine façon assez immuable. C'est ce que je ressens. Disons que la langue, telle que je l'écris, elle est déterminée par... Telle que vous ne l'écrivez pas, plutôt. C'est ça, telle que je n'écrivais pas, que je n'inscris pas. Elle est déterminée par l'obligation d'épuiser un sujet. C'est-à-dire que dans une phrase, parfois un peu plus d'une phrase, il faut que tout ait brûlé. C'est-à-dire que tout ait été consommé. C'est pour ça que je fais souvent des phrases longues, pas du tout par coquetterie ou par désir. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire des phrases longues, ça sera mon style. Pas du tout. J'ai besoin que d'une unité linguistique, donc la phrase, disons, j'ai épuisé sa signification, son contenu. Qu'il n'y ait plus rien à dire pour moi, en tout cas. Quelqu'un d'autre pourrait dire d'autres choses, ajouter d'autres choses, mais moi, dans mon propos, dans cette unité linguistique qu'est la phrase, ou peut-être le paragraphe, j'ai besoin que le sujet ait été totalement épuisé, qu'il n'y ait plus que des cendres. Et c'est pourquoi... mon style est ce que vous dites, assez classique, avec des phrases très longues. Alors, j'ai été très tenté parfois d'expérimenter avec la langue, c'est-à-dire de la casser, de lui faire dire autre chose en la malmenant. Mais je dois dire que les expériences que j'ai vues, et j'en ai vu beaucoup, il y en a que j'admire, hein. Je sais que vous êtes un proche de Philippe Solers, j'admire beaucoup tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a expérimenté avec la langue, mais souvent, chez des écrivains, je trouve que ces expérimentations, elles sont très vite désuètes, c'est-à-dire que ça se démode très vite. Toutes ces choses qui apparaissent comme des nouveautés, des inventions, finissent par tomber dans l'académisme. Il y a aussi un académisme de la déconstruction de la langue et du fait de la malmener. Donc finalement... Sauf des tentatives que j'ai pu faire ici ou là et que je renouvellerai sans doute. Là, j'ai en projet un roman qui, oui, ne fonctionne pas d'une façon linéaire traditionnelle, mais voilà, normalement, j'adopte la construction traditionnelle de la langue, peut-être en jouant là où je me permets certaines... infractions, je dirais, à la règle, c'est des répétitions, des formes d'insistance. Voilà, mais disons que l'écrivain contemporain dont les expériences sur la langue m'ont le plus influencé, alors on peut pas dire qu'il soit expérimental, c'est Thomas Bernhardt. Thomas Bernhardt, il a quand même une écriture très singulière, on ne peut pas dire que c'est une écriture classique. Absolument. Mais ce n'est pas non plus une écriture expérimentale. Il a signé vraiment un style d'écriture qui est très très lié à ses sujets. Oui, absolument. C'est ça qui est essentiel pour moi. Mais si l'écriture chez vous n'est pas expérimentale, certains de vos romans le sont totalement, à la fois
par le thème et la manière que vous avez de le traiter. Parce qu'aussi bien, et c'est très visible chez vous, j'ai l'impression de motifs que vous retrouvez, de motifs de fiction, comme de personnages, que vous trouvez comment grattant une surface, comment la dépoussiérant, un peu comme on va trouver une fresque derrière une peinture, en se servant d'enduit, etc., pour faire disparaître une première couche et vous laisser apparaître une seconde couche, parfois une troisième couche, enfin, comme si vous vouliez épuiser d'une certaine façon la matière ici étant le langage. Tout à fait, vous venez de faire une comparaison que je rapprochais de celle que je fais moi-même. Moi, je dis que l'écriture, c'est une archéologie. C'est-à-dire que je gratte. Vous parliez de gratter, eh bien c'est ça. Je sais par exemple qu'il y a quelque chose à voir dans tel sujet, quelque chose émerge dans mon imaginaire, voilà. Et je me dis là il faut gratter. Je ne sais pas ce qu'il y a, c'est peut-être pas intéressant, mais voilà, c'est ça, c'est l'apparition du sujet. On parlait tout à l'heure de l'apparition du sujet. C'est ça, c'est une petite chose qui émerge à la surface dans un site de l'imagination. Et après, écrire, c'est gratter. D'ailleurs, on dit souvent qu'écrire, c'est gratter, oui. Gratter une plume. Oui. Et pour moi, c'est vraiment gratter. C'est-à-dire, c'est un travail d'archéologie de mon imaginaire. C'est-à-dire, je cherche ce qui est là déjà dans ma tête, qui est déjà là en quelque sorte. Je ne le crée pas, il est là. Il faut simplement que je le découvre, que je le mette à jour. Et donc, voilà, je vois dans l'écriture une sorte de travail d'archéologie. Alors, grâce à ce long préambule sur votre écriture, cette longue introduction, nous pouvons en venir à la vie extraordinaire de mon auto. Alors, effectivement, les autos n'ont pas de vie, enfin, a priori, mais là, on va découvrir qu'elles en ont une. Alors, je place le cadre, si j'ose dire. Donc, voilà, un jeune homme à Paris découvre, il est étudiant en architecture, bon, voilà, et il est intéressé par les voitures et découvre une annonce un jour, Victory Type A 1939. Il découvre cette annonce dans La Vie de l'Auto, un journal qu'il va chaque jeudi acheter au kiosque. Victory Type A 1939, modèle rare, mécanique parfaite, peinture et intérieur d'origine, première main, historique connu, état concours, contrôle technique OK, aucun frais à prévoir, par PART, toute distance, prix à débattre. Tels avaient été les termes, à peu près, si je me souviens bien, là c'est le narrateur qui parle, car c'était il y a quelque temps, de la petite annonce parue dans les pages de vente de voitures d'occasion de l'hebdomadaire La Vie de l'Auto. Je ne me doutais pas alors que par la suite, et continuant d'aller chercher chaque jeudi l'hebdomadaire La Vie de l'Auto au kiosque à journaux, par habitude, comme on achète chaque jour le journal pour y lire les dernières nouvelles du monde, je penserais si souvent au titre à première vue anodin de ce canard pour passionnés d'automobile qui rêvent à l'acquisition d'une de ces voitures anciennes dont on peut dire en effet qu'elles ont eu une vie. Et on va voir que celle-ci va avoir une drôle de vie parce que cette voiture a sa vie propre. Le narrateur va effectivement l'acheter. Donc il achète cette voiture, qui est un modèle un peu particulier, mais bon, il l'achète, tout va bien, il est content de sa voiture, et puis, quelques jours plus tard, il reçoit cette lettre. Et cette lettre, c'est celle de l'ancien propriétaire de la voiture. Cette voiture est une première main, elle devient, grâce à cet achat, une seconde main, mais le premier propriétaire, écrit au jeune homme cette lettre très curieuse. « Cher monsieur, je tiens à vous féliciter et à vous exprimer mon enthousiasme, que ce soit entre les mains d'un jeune homme passionné, me dit-on, que l'auto dont je me sépare à regret après tant d'années comme d'un être qui m'est cher, va continuer sa vie. Cette vie est déjà extraordinaire et je pourrais vous la raconter un jour si cela vous intéresse. Je suis intarissable sur ce sujet, je forme le vœu que la deuxième vie qui commence pour elle entre vos mains soit tout aussi exaltante, les jeunes comme vous diraient tout aussi sexy, et je vous recommande la plus soigneuse attention. Vous avouerai-je que je pourrais bien me montrer jaloux. Cette voiture est certes d'un modèle ancien, mais elle n'est pas vieille.
Elle est jeune et elle vous surprendra en continuant de le rester après ce nouveau départ avec un conducteur à la découverte des joies tumultueuses et des plaisirs débridés de la jeunesse. Vous ne serez jamais déçu par ses performances. À vous, lui dit-il, de hausser les vôtres au même niveau, curieux propriétaire. Si je peux me permettre, je vous serai reconnaissant de me donner de ces nouvelles de temps à autre et n'hésitez pas à me contacter si les aventures déjà vécues par cette charmante compagne suscitent votre curiosité. Dans l'attente, votre heureux prédécesseur et désormais complice, S. Stroops. S, c'est Sam, on va le découvrir plus tard dans le roman. Alors il faut dire que, d'abord la lettre est curieuse, que notre narrateur va acheter sa voiture, il est très content de cette voiture que on a vue ici même à l'écran derrière nous, que c'est un modèle tout à fait étonnant, qu'il va la garer près d'une boulangerie, qu'on se rend compte que la voiture, une fois, reçoit une éraflure car une autre est passée tout à côté, qu'elle va se réparer toute seule et que parfois on ne la retrouve pas garée à l'endroit où le narrateur croit l'avoir garée, mais qu'elle s'est soi-disant déplacée toute seule, comme si un conducteur mystérieux était venu la chercher. Enfin, elle est quand même très bizarre, cette voiture. J'ajoute que tous les gens qui ont un rapport quelconque avec ce narrateur ou sa voiture ou les aventures qu'il a avec elle s'appellent à peu près tous Pessoa et parlent avec un accent portugais. Donc on voit bien la référence à Fernando Pessoa, comprenons Pessoa en portugais, et ses nombreux hétéronymes pour ceux qui ont lu, par exemple, le Pessoa et notamment son grand livre de l'intranquillité. Mais alors, voilà, on est dans un univers tout à fait curieux. Oui, je dirais qu'on est dans un univers léger, loufoque. Léger, oui, si vous voulez, mais enfin, oui. Loufoque, oui. Peut-être un peu teinté de surréalisme. Oui. Et voilà, donc c'est vrai que l'entrée de cette voiture dans la vie de ce jeune homme est la source d'une sorte de dérèglement de sa propre vie. Mais en même temps, elle contribue à un épisode mémorable de sa jeunesse. Oui. Je dirais que la vie de cette voiture, ou plutôt la vie que ce propriétaire partage avec elle, ça va constituer voilà, les beaux moments de sa jeunesse. Les moments de folie de sa jeunesse, y compris de folie amoureuse et sexuelle. Oui. Alors, c'est très curieux parce que, bon, évidemment, comme il a cette voiture, bon, il voit bien qu'il y a un certain nombre de phénomènes bizarres qui vont se produire. Et puis, donc il décide, nous sommes le 1er mai, il y a un long week-end, il décide de partir. D'autant qu'il fait un petit peu de musique, il pratique le violon en amateur et que l'un de ses amis lui propose de venir le rejoindre pour animer un bal. C'est un ami accordéoniste qui lui dit « mais viens donc me rejoindre sur les bords de Marne, rejoindre mon orchestre ». Donc voilà, il est très content, tout le monde est parti au Touquet, bon, mais lui est très content d'échapper aux embouteillages, etc. Il prend cette voiture, il se dit, bon, je la connais pas bien, mais pour aller de Paris jusque sur les bords de Marne, elle devrait pouvoir m'y emmener, même si elle est très ancienne, bien qu'elle soit très jeune, comme le dit le premier propriétaire, mais enfin voilà, il prend pas de risque. Et puis là, il a un accident. Il se fait emboutir sa voiture et l'accident est causé par un autre, ou plutôt une autre automobiliste, une jeune femme qui était au téléphone portable, tout en conduisant, ce qui ne se fait pas, et qui lui rentre dedans. Cette jeune femme s'appelle Justine, et aussitôt, le narrateur lui dit, bah, écoutez, j'allais rejoindre un ami, enfin des amis pour de la musique, mais arrêtons-nous puisque nos deux voitures vont être immobilisées, enfin plus celle de la jeune femme que la sienne d'ailleurs, arrêtons-nous dans un hôtel. Alors, Justine, immédiatement, on lui dit, arrêtons-nous, on va déjeuner ou dîner, et puis immédiatement, notre narrateur prend une chambre à l'hôtel sans que cela n'étonne non plus la jeune femme, on lui dit, mais elle lui dit non, j'ai pas très faim. Elle monte dans la chambre, elle se déshabille tout de suite. Évidemment, on pense à la Justine de Sade. Enfin voilà, tout ça est occasionné par la voiture. C'est la voiture qui est en train de mener la vie de notre narrateur. C'est tout à fait ça, oui. Il y a une sorte de dérèglement général qui se produit dans la vie du narrateur par l'entrée dans sa vie de cette voiture.
aux propriétés étranges, puisqu'en effet, elle se fait emboutir et ils sont immobilisés. Enfin, la voiture de la jeune femme, elle est mise sur le côté et elle attendra. Ouais. L'autre, celle du narrateur, peut encore rouler jusqu'à une auberge où il est question de déjeuner. Puis finalement, quand il demande à la jeune fille si elle a faim, elle a l'air de dire que ça peut attendre. Donc ça peut attendre quoi? De se donner de l'appétit. Oui, voilà. Et voilà. Et donc il monte dans une chambre. Et il découvre que cette jeune fille est un peu nymphomane, pour dire les choses très simplement, et qu'elle elle ne porte pas par hasard ce prénom de Justine. Bien entendu. Tout ça se passe à quelques centaines de mètres. Oui, de Charenton. De Charenton, voilà. Oui, où Sade a fini sa vie. A fini sa vie, oui, oui, absolument. Alors, voilà, pour donner une idée de votre langue, alors Justine a cet accident, elle se met à pleurer immédiatement, soit elle a eu peur, soit voilà, elle a reçu un choc de ce qui n'est pas, de ce qui est un incident plus qu'un accident. Enfin, c'est un accident, mais je veux dire, c'est pas très grave. Il y a juste de la tôle froissée. En me dirigeant vers la Marne et Justine ayant séché ses larmes, je me disais que cette aventure, c'est le narrateur qui parle, serait tout à mon avantage et finalement sans préjudice si le taulier acceptait un travail digne d'un bon artisan, plus sérieux que celui d'effacer une rayure invisible, voire une éraflure imaginaire, une opération réclamant cette fois-ci un véritable savoir-faire de carrossier. Ce métier fait partie de ceux qui sont tristement perdus, car les parties endommagées des voitures d'aujourd'hui ne se réparent pas, on se contente de les remplacer, et l'art a disparu qui consistait à restaurer de belles formes malencontreusement déformées. Pendant le trajet, Justine m'apparaissait peu à peu comme une passagère idéale qui faisait oublier la conductrice qu'elle avait été. Elle m'apprit qu'après avoir envisagé des études d'architecture, elle étudiait la musique et le chant au conservatoire. C'est elle qui a fait le bon choix, me suis-je dit. Nos parcours se sont croisés. On aurait pu se rencontrer plus tôt. Simple coïncidence. Et cela m'avait rappelé le rendez-vous avec mon ami accordéoniste pour notre participation musicale à un bal du 1er mai. Mais déjà, cette perspective m'était un peu sortie de la tête et la présence d'une Justine en pleurs, quelque part entre Saint-Maur et Charenton, avait opéré un mélange aphrodisiaque entre les souvenirs de lecture sadienne et ceux des photographies et des films où apparaît la sensualité des Français d'avant-guerre, Douaneau, Ronis, Renoir, Marcel Carné, Jean Vigo. Je ne pensais plus qu'à trouver une guinguette au bord de l'eau et une chambre à l'étage donnant sur une berge avec un saule pleureur, des péniches amarrées et leurs couples de mariniers festoyant sur le pont où sèche sur un fil le petit linge de madame. Voilà. Alors, là, on sent très bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une écriture extrêmement classique, et on sent aussi très bien que vous ne savez pas où vous allez. Ah mais c'est tout à fait ça, je pars à la recherche dans la langue de ce que je vais raconter. C'est la langue qui vous fournit votre scénario, votre intrigue. C'est tout à fait dans la langue que je trouve l'histoire, que je trouve le scénario, que je trouve ce qui va se passer, ce que vont être les personnages, quelle va être la temporalité du récit. Tout ça m'apparaît dans le temps de l'écriture. C'est-à-dire que je suis incapable de me projeter au-delà d'une idée de départ très simple. L'idée de départ très simple, là, je peux vous la dire, même si vous avez peut-être l'intention de l'aborder plus tard, c'est que cette voiture, c'est un organisme vivant qui se répare lui-même. Absolument. C'est ça mon idée de départ. Et ça, c'est une idée récente, puisque j'ai eu affaire récemment à des colloques, à des conférences, à des échanges avec des scientifiques qui parlent du transhumanisme, du post-humanisme, de la robotique et tout ça. Et je m'étais dit, bon, la seule vraie évolution des machines radicale serait qu'elles se réparent elles-mêmes, qu'elles soient des organismes vivants qui se réparent eux-mêmes, comme un organisme humain. Comme un organisme humain, oui. Voilà. Tout ça, alors oui, je le trouve dans l'écriture, c'est-à-dire que tout ça, il faut l'illustrer. Donc je me laisse emporter, dans l'écriture vers les événements, les situations, les circonstances, les personnages qui sont cachés là, dans l'écriture. Et Justine, elle était cachée préalablement dans votre écriture. Vraisemblablement, on peut l'imaginer. Tout à fait. C'est le genre de personnages qui sont régulièrement cachés dans mes livres. Absolument. Hein, je dirais que dans mes livres... Sauf qu'elle n'est pas danseuse. Il y a beaucoup de danseuses dans vos livres. Mais là, elle n'est pas danseuse. De danseuses, de nageuses. De nageuses. Ouais. Oui, nageuses, oui. Ouais. Oui. Plutôt du nord de l'Europe, d'ailleurs. Oui, ou de l'Europe de l'Est. Ou de l'Europe de l'Est, oui. C'est l'importance du corps. Oui. Hein. La nageuse, la danseuse, ce sont des corps avant d'être
avant des êtres. Ah ben Justine, c'est un corps, c'est même ce qu'on voit, c'est ce que l'on voit en premier chez Justine, oui, enfin, quasiment, c'est ce que le narrateur va découvrir très vite. D'ailleurs, elle a une jupette courte au départ, enfin voilà. Alors, le dialogue est constant entre ce narrateur, c'est-à-dire celui qui a très nouvellement acquis cette voiture, et puis le premier propriétaire, puisque je rappelle que cette voiture est une première main. J'étais impatient, écrit le narrateur, de consulter le vieux Sam, c'est-à-dire le premier propriétaire de la voiture, qui m'avait vendu cette auto mystérieuse, et lui réclamer les éclaircissements de tant d'énigmes, car si aucun des événements inexplicables n'avait eu de conséquences graves, il n'en restait pas moins troublant et même inacceptable que la voiture pût constamment être utilisée par un autre que moi, son unique propriétaire légitime, si telle était l'hypothèse que je décidais de privilégier. Oui, parce qu'on se rend compte, comme je l'ai dit, que la voiture ne se retrouve pas à l'endroit où on l'a laissée. Bon, et comme personne n'est rentré dedans, enfin on peut l'imaginer, c'est quand même très bizarre. La vie clandestine de Vicky, car le narrateur appelle sa voiture Vicky, était insupportable, même si celle-ci apportait des réparations aux dommages subis dans sa vie officielle. Le fait qu'un autre usager ait pu se soucier mieux que je n'aurais su le faire des aléas dont Vicky était parfois victime produisait chez moi une sorte de jalousie, plus encore que l'inquiétude de la savoir livrée aux mains d'un inconnu. Cela en dit long sur la nature des sentiments humains, ai-je observé, en prenant conscience de mon attitude, mais à vrai dire, de telles divagations n'étaient que facilité, commodité et paresse face à la difficulté de penser Vicky comme un organisme capable de se régénérer lui-même, de se réparer sans l'aide de personne. Oui, c'est ça. En fait, l'énigme à laquelle le narrateur est confronté, c'est qu'il voit bien que cette voiture, parfois, elle bouge un peu, et que surtout, tous les accidents qu'elle subit, des accrochages plus ou moins graves, des éraflures, se réparent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent plus la trace des accros. Donc, il se dit, soit quelqu'un l'utilise, soit est-ce que ça serait son premier propriétaire qui reste très attaché à la vie de cette voiture et qui vient la reprendre de temps en temps, la fait repeindre, l'emmène au garage ou la déplace, soit elle se répare elle-même. Mais il y a une énigme. Il y a une énigme dans le fait que cette voiture a une double vie, ou simplement une vie. Une double vie si elle est utilisée par quelqu'un d'autre, et simplement une vie si c'est elle-même qui se répare. Donc il est confronté à cette énigme qu'il n'élucidera que tout à fait à la fin du livre. À la fin du livre, oui, oui. Alors, évidemment, la vie de cette voiture rentre de plein fouet, c'est un accident. Finalement, entre ce qui se passe, le livre est l'histoire d'un accident entre cette voiture et son nouveau propriétaire. Bon, on pourrait le résumer ainsi. À la faveur de cet accident, beaucoup de personnes, à la fois pour réparer cette voiture, à la fois pour comprendre de quelle nature est cette voiture tout à fait extraordinaire, un certain nombre de personnes vont surgir. Il y aura même un psychanalyste, enfin un détective qui est en même temps un psychanalyste, que le narrateur vient voir pour essayer de comprendre quelque chose à sa vie. Il n'y comprendra pas grand-chose de plus. La devise du psychanalyste, c'est pas « je pense, donc je suis », mais je suis donc je sais. Je suis donc je sais, voilà. Suivre au sens de suivre, et voilà, pas au sens d'être. Absolument. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que vous dites que c'est extrêmement curieux que dans la langue française, le verbe être et le verbe suivre aient d'une certaine façon cette correspondance. Alors, il y a cela, il y a la boulangère devant laquelle la voiture est garée, qui était en fait une ancienne chasseuse de Lyon. Oui. Il y a un Angolais qui est un réparateur de voitures, qui a 4 filles qui sont toutes plus accortes les unes que les autres, qui sont les représentantes de la beauté intégrale. Il y a et puis il y a Justine, on l'a dit, et puis ce propriétaire, voilà, et puis l'inventeur de la voiture. Le constructeur, celui qui l'a imaginé et qui détient les clés du mystère, si j'ose dire. Parce que c'est un livre sur, j'allais dire, le transhumanisme, le post-humanisme, non? Oui, c'est un livre qui conteste en fait les théories du post-humanisme. C'est-à-dire que ce que tente
le constructeur de la voiture, qui est le frère jumeau du Stoops, qui est son premier propriétaire. Oui. Tout aurait été trop simple. Voilà, tout aurait été trop simple. C'est de créer une voiture, c'est-à-dire un objet mécanique qui ait toutes les propriétés d'un organisme vivant. C'est-à-dire qui se répare, qui se régénère, voilà, jusqu'au phénomène ultime qui est qu'il se reproduise. Le propre d'un organisme vivant, c'est qu'il se reproduit. Donc, il a rêvé de produire une voiture capable de se reproduire. Et c'est ce qu'on découvrira tout à fait à la fin du livre. Donc, à cette occasion, ces deux frères jumeaux qui sont des personnages assez étranges, assez savants, il y a une critique du post-humanisme et du transhumanisme, notamment sur ces questions de l'intelligence artificielle. Le constructeur de la voiture, qui pourtant est l'inventeur de choses absolument extraordinaires. Oui, parce que c'est un grand savant. C'est un grand savant qui arrive à produire un organisme mécanique qui non seulement se répare, mais se reproduit. Il est très critique envers tout ça, puisqu'il explique que dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il n'y a ni intelligence ni artificielle. Puisque l'intelligence artificielle, c'est en fait une accumulation, une association d'intelligences humaines qui sont toutes, associées pour créer un outil de travail, un outil de bon. Et puis qu'en plus de ça, donc c'est pas artificiel du tout, c'est totalement humain, mais surtout c'est pas de l'intelligence, c'est du calcul, c'est la capacité de calcul. L'intelligence et le calcul, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et qu'on associe à d'autres aspects du post-humanisme ou du transhumanisme, comme la robotique, les cyborgs, etc., c'est une chose que le savant en question conteste. Voilà, il dit il n'y a pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une addition d'intelligences humaines qui ont collaboré, et donc ça n'a rien d'artificiel, et ce n'est pas de l'intelligence puisque ça donne simplement une capacité de calcul. L'intelligence, c'est autre chose que ça. Voilà, donc il y a à la fois une critique de cette théorie du transhumanisme, du post-humanisme, qui vous explique que l'homme ne cesse d'être augmenté, de se dépasser lui-même, que l'homme de demain sera peut-être immortel, ce qui me semble des choses absolument aberrantes. Difficile à imaginer en tous les cas. Difficile à imaginer, oui. D'ailleurs, un des deux personnages, le savant, dit qu'est-ce que ça veut dire l'immortalité? À partir de quel âge devient-on immortel? Est-ce qu'on devient immortel à 25 ans, à 40 ans, à 90 ans? C'est plus ou moins intéressant selon l'âge où ça se produit. Donc il est très critique envers tout ça et il se méfie de ses propres découvertes. C'est-à-dire que dans l'expérience qu'il mène à la fin du livre, quand finalement tout le récit va dans ce centre de recherche qu'il a réussi à préserver dans les Carpates, là on entre un peu dans un roman. Parce qu'on voyage beaucoup, effectivement. Oui, ça devient un peu un roman de Jules Verne à ce moment-là. Oui. Eh bien, et d'Orwell. Et d'Orwell, oui. Donc il y a à la fois du libertinage et de la science-fiction. Oui. Donc voilà, en même temps qu'il conduit à des expériences qui devraient conduire à la production d'une machine qui se reproduit, il est très critique envers toutes les théories du post-humanisme, du transhumanisme et de tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Alors, ce que je ne veux pas manquer de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. J'espère. Moi, je me suis beaucoup amusé. Ah oui, il y a beaucoup d'humour. On passe d'une situation à une autre. Tout ça, ça virevolte plutôt. C'est plutôt et encore une fois, beaucoup d'humour, beaucoup d'érotisme. Vous arrivez à mêler à la fois la science-fiction, la philosophie, l'érotisme. C'est toutes ces, j'allais dire, tous ces domaines sont pour vous parfaitement miscibles dans l'écriture. Tout à fait, et je dirais dans l'imaginaire de l'écriture. C'est-à-dire que tout cela peut être impliqué en même temps, effectivement, dans une fiction littéraire, dans un travail de recherche de ce que l'écriture contient, de ce que l'écriture peut raconter. Et je pense qu'en effet, l'écriture, notamment, je disais tout à l'heure en réponse à une de vos questions que la fiction, c'est le lieu de la vérité. En effet, la fiction contient tout. Contient tous les possibles, toutes les spéculations imaginables, toutes les situations, toutes les rêveries, toutes les divagations. Et c'est vrai que pour moi, tout ce que vous avez évoqué, toutes les dimensions que vous avez évoquées, c'est-à-dire l'érotisme, l'humour, la spéculation philosophique, sont mêlés dans un même mouvement, qui est un mouvement de la langue. Tout ça s'exprime par la langue. Oui.
Alors c'est très curieux parce que ça vient par la langue et c'est tenu par la langue. Oui, vous avez raison. Et c'est pourquoi je parlais de votre écriture classique. Il y a, à chaque fois, vous remettez, si j'ose dire, par l'écriture même, les pendules à l'heure, même si elles sont totalement déréglées. Vous procédez par répétition, vous redonnez bien à chaque fois le contexte. Lorsque vous débutez un chapitre, vous faites référence au chapitre qui vient de se terminer. Vous êtes très précis à la fois sur des questions de temporalité, sur des questions de lieu, etc. Comme pour que votre lecteur ne se perde jamais, alors qu'il est totalement perdu, largement autant que l'est son narrateur. Mais il n'a aucune impression d'être perdu. Tout, au bout d'un moment, devient cohérent grâce à la langue. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, que l'écriture tient les choses. En effet, l'écriture ouvre, elle bouscule les barrières, les obstacles, tout ce qui pourrait empêcher d'imaginer, de rêver, de représenter. Mais en même temps, il faut que, comme vous le dites, ça tienne. Oui. Il faut que ce soit tenu. Et la langue, avec ses règles, sa syntaxe, son vocabulaire, oui. On parlait tout à l'heure des dérives du vocabulaire par la société, oui. Eh bien, ça sert à tenir. Enfin, oui. ça sert à tenir. Je crois que c'est très présent dans votre littérature et dans ce livre en particulier. Oui, puisque comme le livre est assez loufoque, voilà. Qu'il part dans des directions totalement imprévisibles et qu'il cumule même les invraisemblances, les coïncidences étranges, les hypothèses les plus farfelues, il faut que tout ça, ça tienne. Si, oui. Si ça n'était pas tenu par la langue, tout s'effondre. Et ça tient précisément par la langue. Et la fiction fictionne. C'est-à-dire que tout fonctionne dans un même mouvement. Ça naît de la langue et c'est tenu par la langue. Cet exercice est tout à fait étonnant. Ça s'appelle « La vie extraordinaire de mon auto ». C'est écrit par quelqu'un de tout à fait singulier qui s'appelle Alain Fleischer. Si vous ne le connaissez déjà, courez dans toutes les bonnes librairies. Vous y trouverez ce livre qui est absolument extraordinaire à plus d'un titre. À la semaine prochaine.